Donc avant d'attaquer, je voulais remercier l'équipe du bistrot de s'occuper encore du bistrot. Je voulais les remercier aussi de m'avoir invité et du coup d'avoir pu replonger dans mon mémoire et dans ce voyage que j'avais fait. Et le troisième merci, c'est à mon ami Louise qui prête sa paire de cuisses pour la couverture de ce bistrot ce soir. Donc moi je vais vous parler du mémoire que j'ai réalisé l'an dernier. Donc le voyage pour la compréhension d'un territoire et non pas voyage. Donc non, c'était pour le thème du bistrot, peu importe. Donc le voyage dont je vais vous parler, moi, il ne se situe pas en Amérique, pas dans les Amériques, il se situe dans le Berry. Peut-être que c'est parce que je n'étais pas en hiver et en été, du coup on n'avait peut-être pas les mêmes budgets. Peu importe. Du coup, je suis parti d'un territoire qui est le Val-de-Loire, Berry-Nivernais, qui est pour situer la plus grosse ville est Nevers, c'est ce qui se situe au-dessus de Nevers, donc c'est justement un territoire qui est entre deux métropoles, qui est complètement loin des grandes villes, un territoire pleinement rural, parce que c'est des questions qui m'intéressaient quand il a fallu faire ce travail de mémoire. Et donc dans ces territoires-là, ce qui m'intéressait justement dans les territoires ruraux, c'est qu'émergeaient des structures de projets spécifiques qui n'étaient pas des agglomérations, qui n'étaient pas des métropoles, mais justement d'autres structures beaucoup plus cosmopolites comme les PNR, où justement on avait très forte relation entre le territoire et les hommes qui l'habitent à travers la géographie, le paysage et l'architecture. Donc j'ai aussi profité de ce mémoire pour me questionner sur les outils qu'on met en place pour représenter les choses, que ce soit l'architecture, le paysage, le territoire, et vraiment justement comment on représente quelque chose qui fait 5 jours ou 6 jours de marche, ou voilà, quand on a vraiment cette durée. Donc l'occasion qui s'est faite, en fait, c'est que j'ai entendu parler d'un projet de parc naturel régional qui devait y avoir chez moi, qui a échoué complètement en 2009. Donc j'étais parti un peu sur les traces de cet échec, de pourquoi finalement on n'avait pas réussi à se mettre d'accord pour mettre en place une structure de projet bénéfique à tous, qui devait justement symboliser ce territoire, qui était la Loire et ses marges. Et les élus ont dit, bah non, on n'a pas d'identité commune, donc on ne crée pas ce projet. Donc l'attachement que j'avais à ce territoire-là aussi, et qui m'intéressait d'autant plus, et où j'étais chanceux, c'est qu'en fait c'est mon territoire, c'est le territoire qui m'appartient, puisque j'ai grandi, j'ai travaillé, et c'est auquel j'appartiens, puisque j'en fais vraiment partie. Je fais partie de ce Val-de-Loire, de ce paysage de plaine sans grande ville, de Bouleret, de Cosne-sur-Loire, de Savigny-en-Sancerre. Je fais partie de ça. Donc pour moi c'était une occasion de revoir ce que j'ai toujours vu, mais en même temps de le revoir sous un œil différent, et de voir justement des coins où je me dis bah c'est à côté, j'irai jamais, et finalement là c'était l'occasion un peu de le voir et de mettre les choses en projet pour le comprendre en fait. Et j'avais vraiment en plus cette envie de terrain, de mouvement. J'avais pas envie de faire un mémoire à la bibliothèque en remplissant des petites fiches, j'avais envie d'essayer de faire autre chose, et du coup on a essayé avec mes enseignants de faire du voyage à un mémoire. Donc par rapport à cette envie de terrain, etc., donc on avait ce territoire-là, fallait questionner le territoire. Voilà. Donc si on le décrit un peu, on a, finalement on voit vraiment rien sur ce truc, mais on a la Loire qui passe ici, qui est l'axe majeur du projet, enfin du territoire, pardon, et puis on a ensuite une série de parallèles qui vont finalement la confondre sur à peu près 100 km et après se diviser. Donc on a l'A7 qui vient longer et puis après qui va partir direction Paris. On a le canal latéral à la Loire qui va frôler la Loire et qui va ensuite partir à Briare dans une autre direction à travers le Pont-Canal. On a aussi la voie ferrée Paris-Clermont. On a également d'autres voies ferrées dans l'autre sens. Donc finalement on a vraiment beaucoup de lignes qui créent ce territoire, qui sont des parallèles et qui vont ensuite se dissiper. Donc finalement le territoire on peut le tenir justement quand on a des parallèles. Après les routes vont se disperser. Donc on a aussi un territoire qui est complètement tourné, qui s'est tourné au fur et à mesure vers l'exportation par des activités viticoles, par de la métallurgie. On fabriquait des encres de marine en plein cœur de la Nièvre pour les exporter à Nantes, parce que la Loire a longtemps été un axe majeur du pays, et l'est encore en partie, même si aujourd'hui c'est quelque chose de beaucoup plus touristique.
Donc on avait beaucoup de ressemblances sur les deux rives, mais on avait aussi une opposition, puisque la Loire a été considérée longtemps, et l'est toujours, comme une frontière, puisqu'à une époque on avait la Bourgogne indépendante et la France, il y a eu une guerre le long de la Loire, aujourd'hui c'est encore le cas, puisque toutes les structures administratives considèrent la Loire comme une frontière, que ce soit les communes, les départements, les régions, et même les grandes régions par les numéros de téléphone par exemple. Donc toutes ces oppositions faisaient qu'on était finalement sur un territoire de marge. Donc mon travail à moi, cette exploration-là, c'était aussi de se dire, bah, est-ce que moi je peux avoir finalement une identité qui ne passe pas par les structures administratives, mais qui justement crée un territoire ligérien, une culture ligérienne. Donc dans ce territoire-là, finalement, qui était complètement en dehors de ce qu'on voit d'habitude, où finalement on a une grande ville qui fédère, etc., et qui structure le territoire, là on avait un paquet de petites villes, voire de villages, et finalement on n'avait pas de points remarquables comme par exemple le Puy-de-Dôme. C'était la Loire qui était très longue, c'était des durées, des longueurs, des fils quasiment, c'était vraiment quelque chose de filaire. Donc c'était comment on peut représenter et saisir ces espaces sans points remarquables, sans relief, sans même architecture commune. Comment on peut représenter ces longueurs. Donc justement, c'est pour ça que je suis parti sur l'idée d'un voyage qui me permettait d'éprouver dans toute sa longueur le territoire, qui me mettait dans une posture d'immersion. Donc c'était la question ensuite a été de se dire, bah, comment est-ce que le voyage peut être un outil, puisqu'on le considère souvent généralement comme quelque chose de loisir finalement. Donc le plan développé, ça a été d'abord de se dire, de se questionner, de créer des a priori sur le territoire, sur le voyage, de théoriser un peu tout ça, ensuite de partir, et puis une fois qu'on est parti, on revient, et justement a posteriori, on prend du recul sur l'expérience. Je risque presque un peu de radoter ce qui a été dit avant, puisque finalement les expériences de voyage se recoupent un peu. Mais donc on avait ça, donc on avait l'idée voilà, de ce que j'ai oublié de passer, les différentes structures administratives, et puis en noir le parc, le potentiel périmètre du parc, qui était finalement basé sur des structures administratives sans appui vraiment sur le territoire et le paysage. Donc l'a priori, finalement on se questionne sur ce qui est le voyage, donc j'ai mis cette citation du collectif ici même qui a beaucoup travaillé sur le voyage, notamment en zone périurbaine, et donc je préfère que vous la lisez que je la cite, ce sera plus profond. Donc c'était ça, c'était créer un lien finalement entre le territoire et le voyage. Donc le voyage, qu'est-ce que c'est? Le voyage, c'est un déplacement. C'est finalement, c'est vraiment se dire qu'on va se déplacer, on va aller vers quelque chose, et on va aller même presque vers un inconnu. Le voyage s'oppose vraiment à la question du familier, puisque voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ce mémoire du voyage, finalement, une fois qu'on a dit, bon, ben, mon voyage, ça va être un mémoire en vélo, 6 jours en couchant la belle étoile, bon, ben maintenant, après, il fallait un peu étayer pour faire 80 pages. Donc, il a fallu un peu étayer justement sur ce qu'était le voyage. Et quand on regarde un peu, il y a des gens qui ont écrit sur ça, et puis même quand on se questionne soi-même, le voyage, donc on a une destination qui était, on l'a pu le voir aussi sur les précédents, là, il y a un but, donc voilà, et il y a aussi un trajet. Et donc c'est vraiment ce qu'il faut se dire, c'est que c'est les deux. C'est pas j'arrive à Hong Kong et finalement avant j'ai pris 7 heures d'avion et je sais pas ce qui s'est passé entre les deux. C'était se dire, ben voilà, si on est dans le voyage, on va considérer aussi le trajet dans tout ça. Le voyage, c'est aussi un rythme. Par le fait qu'on a un moyen de déplacement, que ce soit le vélo, le train, la marche à pied, on a un rythme qui est créé par les stops et les arrêts. Si par exemple c'est en train, on a les arrêts des gares qui vont créer un rythme au voyage. En vélo, ça va être quand on va prendre la pause, quand on va remplir les grottes par exemple. Et également par la vitesse du moyen de déplacement, puisqu'on ne perçoit pas les paysages, les architectures et les territoires, et même les gens, suivant le moyen de déplacement qu'on a. Le voyage, c'était aussi une question d'habitude. C'est pas être dans l'habitude de ce qu'on voit et justement avoir ce regard très aiguisé, de se dire qu'on l'a jamais vu et que sûrement on le reverra jamais dans l'inédit et du coup de vouloir le reprendre et le garder pour garder une trace de tout ça justement. Alors que l'habitude, on se dit bah finalement je le verrai tous les jours. Je vois pas pourquoi je le marquerais. Le voyage, c'est aussi plus que l'expérience elle-même de marcher ou de se déplacer en vélo, c'est aussi manger, dormir, se reposer en général. C'est tout ce qui fait que pendant cette durée du voyage, tout ce que je fais fait partie du voyage. Et donc du coup, tout ça participe au fait que je prends une trace, je marque, et finalement ça participe aussi à ma perception du territoire et du paysage. De dire, je rentre dans ce bistrot-là pour aller chercher une gourde d'eau, et ben ça me laisse une trace il y a un bistrot dans ce village par exemple.
Donc ce voyage, c'était vraiment une immersion, c'était l'idée de flouter la limite entre le privé et le public. C'était ce travail de mémoire, c'est pas je commence à 8h et je le termine à 17 et puis après je vais m'amuser le soir. C'est l'idée de se dire bah, l'immersion, elle se fait du moment où j'ouvre les yeux jusqu'au soir où je me couche. Donc la méthode que j'ai mis en place, c'était différents jalons sur le territoire, différents points remarquables qui étaient des architectures un peu plus remarquables que d'autres, comme une cité monastique ou comme le pont canal de Briard, ou voilà des événements, ou aussi des gens. On avait le directeur de la Maison de Loire, on avait des bergers qui faisaient de l'éco-pastoralisme sur les îles. On avait ces points-là, et puis entre, l'idée ça a été de ne pas tracer de traits, de pas non plus emmener de cartes pendant le voyage, de se dire bah, j'ai ces points-là, j'ai regardé une carte avant de partir, et puis on va essayer de les rejoindre, et on le fait complètement à l'intuition. Ce qui fait que ça rentrait beaucoup d'imprévus dans le voyage. C'était ça l'idée aussi, de se dire que si je voulais être voyageur chez moi, dans un territoire auquel j'ai grandi, il fallait aussi je me recréais de l'imprévu, justement, pour que ce territoire vienne à ma rencontre. Les outils qui ont été mis en place aussi, très important quand on fait un voyage, donc c'est les outils qui vont permettre de comprendre le territoire et aussi de laisser une trace. Donc il y avait le dessin, la photographie, le texte, l'entretien, donc j'ai utilisé tout ça pour vraiment faire rentrer à l'intérieur. C'est Le Corbusier qui parle de ça quand il a fait ses voyages d'Orient. Il dit que par le dessin, on fait rentrer les choses à l'intérieur de nous-mêmes et ça nous laisse une trace. Alors que si finalement on fait une photo, on fait la photo et puis après on oublie la sensation qu'on a vécue. Notamment dans une pratique de photo numérique où on mitraille. Donc, voilà, donc on avait ces outils de l'architecte qui sont les miens, qui sont les vôtres. Et puis on avait aussi l'outil du voyageur. Faire un voyage, c'est donc se déplacer. Donc moi j'ai utilisé le vélo qu'on voyait en couverture, qui n'est pas le même voyage mais c'est le même vélo. Et l'idée, voilà, c'était d'utiliser le vélo parce que le vélo, pour moi, c'était quelque chose de très pratique. Le vélo, on peut le poser contre n'importe quoi, on s'arrête n'importe quand, on peut même le démonter si d'aventure quelqu'un nous propose de faire un bout de chemin avec nous et de nous emmener parce que la nuit arrive. Le vélo, c'était aussi 20 km/h, on voit beaucoup de choses et en même temps, on a le temps de les voir, contrairement à la voiture. Et donc pour moi, ça incarne le meilleur moyen de déplacement pour ce genre d'expérience et pour dans la vie. Donc pour moi, ça apparaît une évidence. Et c'était aussi d'un point, comment on fait pour dormir. Donc j'ai poussé un peu plus loin encore par rapport à la précédente intervention. J'ai pas emmené de tente, j'ai juste emmené un sac de couchage et un tapis de sol, en me disant que je dormirai à la belle étoile et que si jamais il pleut, je demanderai à des gens de m'accueillir et je forcerai un peu la rencontre. Donc il a plu tout le long et puis en fait le souci c'est que on se rend compte aussi, j'en parlerai un peu dans la conclusion, c'est que j'avais une soif de terrain, sauf que le terrain en fait il se donne pas à voir tant que ça et que des fois ça marche pas, on croise personne, on est dans le bar et puis on n'a pas le courage d'aller demander en face à nous accueillir parce que finalement on est qui pour dire on fait un petit mémoire sur la Loire, vous voulez pas qu'on en parle pendant 2 heures, etc. Donc il y a cette peur là aussi, on part avec plein de bonne volonté et puis il y a rien. Donc du coup voilà, c'était un peu cette réalité là, mais il y avait cette espèce d'utopie de dire je vais camper avec la belle étoile auprès des castors, parce qu'il y a des castors au bord de la mer, ça va être génial, etc. Quelque chose que j'ai jamais fait, peu importe. Donc je suis parti, le voyage était en août 2013, voilà, donc je suis parti pendant 10 jours. J'ai mis cette photo là d'un monsieur qui s'appelle Bibi, donc je sais même pas en fait son nom, je sais juste qu'il s'appelle Bibi parce qu'on me l'a présenté, c'est un monsieur qui fabrique des bateaux sur la Loire, et donc voilà, il y a eu des rencontres comme ça, des choses très très belles qui ont beaucoup enrichi derrière mon récit, mon voyage. Il y a eu aussi des choses qui ont complètement loupé, des fois je me suis fait repousser de certains coins parce que voilà, j'avais rien à faire là, ou je me suis retrouvé à devoir dormir sur un tas de plaquettes de bois parce qu'on ne voulait pas me proposer mieux. Mais voilà, donc le voyage s'est fait avec ses aléas, etc. Et ensuite, il y a eu donc le retour. A posteriori, après l'expérience, finalement, qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière, donc justement qu'on disait tout à l'heure. Donc j'avais d'abord un point à faire sur le territoire et le paysage que j'avais vu, puisque c'était pour ça que je partais. Donc ce voyage m'a permis justement de voir que c'était vraiment un paysage en négatif, que ce soit dans l'espace et dans le temps. Un paysage en négatif dans l'espace parce qu'il y avait l'élément majeur du territoire, c'était la Loire, sauf que la Loire, c'est pas la chaîne des Puys, on la voit jamais, en plus la végétation a poussé autour, et donc du coup, finalement, on dit toujours, oui, j'habite au bord de la Loire, mais on la voit jamais, et donc
en termes de sentiment d'appartenance à un territoire, ça n'y participait amplement pas. Et c'était également le cas pour les canaux ou les voies ferrées. Donc ce qui structurait le territoire, ce qui faisait son identité d'une rive à l'autre, finalement on ne le voyait pas. Donc ça ne participait pas à ça. Et dans le temps aussi, c'était un abandon complet de tout ce qui avait structuré le territoire, puisque le territoire s'était complètement retourné au fur et à mesure. On abandonnait au fur et à mesure ces infrastructures. On avait abandonné la Loire puisque la navigation était trop compliquée. On avait abandonné les canaux puisque les péniches étaient plus à l'ordre du jour. Et puis on avait abandonné la voie ferrée parce qu'en partie elle était abandonnée. Et l'autoroute, on ne pouvait pas s'y raccrocher puisque c'était trop néfaste. Donc on était un peu perdus aux lignes. Les habitants sont complètement perdus par rapport aux lignes qui structurent leur territoire et du coup qui peinent à imaginer ces infrastructures-là. On a aussi le cas justement sur la photo du silo de la Charité qu'on peut voir quand vous montez à Paris en train, qui est aussi également abandonné. Toute cette infrastructure-là qui finalement récoltait le grain de l'arrière-pays et l'emmenait sur les voies ferrées ou au bord des canaux pour l'exporter, tombe au fur et à mesure en ruine, sauf des énormes silos hors contexte. Donc il y avait ce point-là que j'avais besoin de faire par rapport au territoire, et puis le retour que j'avais justement par rapport au voyage. Donc justement, qu'est-ce qui faisait la fin de mon voyage? Puisque c'était cette expérience-là qui était centrale dans mon travail de mémoire, est-ce que c'était... donc j'étais d'abord parti du fait du retour physique. Finalement, j'ai démonté mes sacoches, j'ai rangé mon duvet dans mon armoire, j'ai dormi dans un lit, donc le voyage était terminé. Mais je me suis rendu compte qu'en le retranscrivant, justement, le voyage continuait de vivre. Donc c'est posé vraiment la question, puisque le voyage était central dans mon mémoire, comment je le retranscris. Donc Clément en parlait tout à l'heure. Justement sur comment on exprime cette retranscription. Moi j'ai fait le choix du récit puisqu'on était sur un territoire tout en longueur. Je me voyais pas de mettre des clichés ou des croquis. J'ai fait aussi beaucoup de croquis, on le voit pas, mais je n'ai pas voulu forcément les montrer. Mais voilà, c'était l'idée de se dire que j'aurais pu montrer différents points, mais ça aurait pas pour moi été, ça aurait été des points comme ça. Alors que je voulais vraiment exprimer cette continuité. Donc pour moi le récit, justement qu'on voit dans le mémoire, je vous montre parce que j'en ai, il est à la bibliothèque pour justement le lire et pour l'acheter aussi. Et justement, il y a cet élément-là central du récit qui me permet de raconter le voyage avec justement, pour souligner ça, des fois des photos ou des croquis. Donc c'était justement cette retranscription-là qui était centrale et qui me permettait justement de faire continuer, de continuer à vivre ce voyage. Le Corbusier, justement, encore dans les voyages d'Orient, il dit que justement en l'inscrivant, le voyage dure et il devient même pour les gens, il utilise les gens des choses visuelles. Je crois que oui, exactement, c'est ça. Les praticiens des choses visuelles, il dit que le voyage devient une matière à projet, puisque par exemple, on peut voir que sur l'abbaye de Ronchamp, il dit lui-même qu'il a réinterprété quelque chose qu'il avait vu 50 ans plus tôt à la villa d'Adrien à Tivoli. Donc c'est comment est-ce que finalement ce voyage, dans la réinterprétation, moi en tant qu'architecte que je vais en faire, dans un détail ou dans une composition générale ou même dans une sensation, je vais pouvoir le réutiliser. Et dans ce cas, le voyage va continuer de vivre à travers ça. Le voyage va continuer. Alors ensuite, c'est poser la question du revenir, puisque j'étais en train d'écrire mon récit, j'étais en train d'avancer dans ma rédaction de mémoire, et puis je me rendais compte que j'avais oublié plein de choses, il y avait plein de trucs qui me manquaient, des photos, même des parties de récit où j'avais dû un peu broder, etc. Et du coup, est-ce que j'invente, est-ce que je fais la lacune, ou est-ce que je me donne l'autorisation de revenir en tant que règle? Donc moi, c'était à côté de chez moi, donc je pouvais. C'est sûr que c'est pas le Nord canadien, donc c'est plus facile de me dire si j'ai envie, je reviens. Après, voilà, c'est en lisant un peu des choses autour du voyage et de cette expérience-là, et on se rend compte, et puis même dans la pratique, que plus on revient sur un territoire, plus on revient sur un bâtiment, plus finalement on va créer une habitude, une relation avec ce bâtiment, et justement le voyage en lui-même va s'émousser. Donc c'est à quel point chacun considère dans son voyage d'être psychorigide sur cette règle du revenir. Mais il y a cette question-là, à quel point je peux revenir pour remplir les vides de mon voyage. Ou même après, finalement, est-ce que si je reviens si je retourne au Québec, si je retourne dans d'autres voyages que j'ai fait, est-ce que je vais recréer un autre voyage ou est-ce que je vais être dans la continuité de mon précédent voyage? Donc, oui, c'est ça. Voilà. Donc, juste, j'ai oublié de le montrer. Donc, de toute façon, on voit rien. C'est donc voilà le parcours finalement que j'ai réalisé
en question, avec justement les rencontres inattendues, les rencontres qui ne se sont pas faites, l'itinéraire que j'ai finalement choisi et que j'ai retranscrit après. Donc la conclusion... Oui, et enfin, ce que j'ai remarqué par cette expérience du voyage, c'est que le voyage fait exister le territoire. Finalement, on n'est plus dans une représentation de cartes, de photos, d'éléments éparses, mais on est dans un fil continu qui vient des fois ressurgir par des flashbacks, mais qui est constitué cette fois-ci d'histoires, de rencontres, de visages même. On a des souvenirs très précis d'un voyage, et puis on a des zones complètement de flou, et se dégage à la fin plus une sensation qu'on peut avoir que par l'expérience, alors qu'on peut compiler énormément de documents, plus que j'en ai fait par exemple sur ce territoire-là, mais on n'aura pas cette sensation du voyage qui pour moi égale justement l'habitude des gens qui vont habiter là pendant 50 ans. Ils vont aussi avoir une sensation de chez eux qui font que quand ils reviennent de vacances par exemple, ils se disent bah, c'est chez moi. Donc ça permettait aussi ça, l'expérience condensée du voyage me permettait de créer un sentiment aussi puissant que l'habitude qui était justement ce sentiment compressé et intense. Ce que je disais tout à l'heure aussi, la conclusion que je fais par rapport à ce voyage-là, le retour que j'en ai, c'est justement par rapport au terrain, où j'avais une grande fois, j'allais rencontrer des gens, j'avais fait une grille d'entretien, etc. Et puis bah, finalement, le manque de courage, la fatigue, le fait qu'on se dit que justement, c'est peut-être pas si nécessaire que ça, bah, on rencontre pas tant de gens que ça se passe pas si bien sur plein de points, et il pleut, et voilà, et on dort mal, et tout ce qu'on veut. Et donc du coup, voilà, c'est se dire que bah, le terrain, finalement, et c'est pour ça aussi qu'il faut s'y confronter, c'est qu'il est imprévu. Au même titre que quand on fait un projet d'architecture, il y a la réalité du projet, du bâtiment, qui est différente de la phase de projet. Donc pour conclure, je suis un peu peut-être confus dans tout ce que je vous raconte. Pour conclure, ce que je me suis dit finalement, donc la conclusion était le fait de repartir. Donc c'était le fait que j'avais défini le voyage comme un outil de compréhension d'un territoire. J'avais utilisé le voyage comme un outil, j'aurais pu utiliser d'autres outils. Pour moi, le voyage était évident par rapport à ce territoire-là en question. Je pense que utiliser le voyage là, le voyage pour d'autres territoires nécessite justement de régler d'autres paramètres, que ce soit dans le confort qu'on se donne, dans les outils qu'on utilise, dans les points qu'on va aller chercher, pour justement peut-être être à même de saisir vraiment ce qu'on va voyager, ce qu'on va parcourir. Et c'était également aussi le fait que bah, voilà, ce voyage a été une posture pour moi de me mettre en tant que voyageur sur un territoire que j'avais parcouru, des routes. Cette image-là, je l'avais vue des dizaines de fois, mais pourtant là, il y avait cette posture du voyageur qui me disait regarde comme si tu ne le reverras plus. Et voilà, prends la photo, fais un croquis, etc. Regarde comment les choses sont faites. Euh, et donc voilà, donc justement de me dire que j'ai regardé les choses, j'étais chez moi comme un étranger. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Non, c'était confus, c'est pour ça qu'il n'y a pas de question. Mais du coup, c'était pas tentant de se dire que tu reviendrais et que tu prendrais d'autres photos, d'autres copies. Bah, il y avait ça, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de la fatigue. C'est que au fur et à mesure que les nuits étaient mauvaises, je me disais, bon finalement, ce croquis-là, je le fais pas parce que je m'en souviendrai. Et puis après, finalement, vu qu'il me manquait, bah, des fois, il a fallu revenir. Ou voilà, il a fallu faire ça. Mais voilà, c'était l'exercice de mémoire, je prenais aucun risque, je l'ai fait, et puis finalement, j'ai construit aussi mon récit en fonction de ça. Et puis finalement, si je loupais un truc, mes profs étaient pas du tout du coin, donc ils l'auraient jamais su. Si. Est-ce que le fait de revenir sur toi comme un étranger, c'était vraiment au fait, au final, dormir à la belle étoile ou Excuse-moi, j'ai pas entendu le le début. fait de revenir chez toi comme un étranger? Ouais. C'est-à-dire, cette notion du voyage qui était proche, c'était le fait de dormir à la belle étoile et de vraiment pas avoir toi fixe. C'était, ouais, oui, c'était un peu ça. C'était aussi l'idée de l'étranger en tant que regard. Quand on est dans un autre pays ou même simplement dans un coin qu'on ne connaît pas, on va regarder les choses avec beaucoup plus d'attention. C'était aussi justement être en mouvement en fait. Le fait d'avoir bah,
cette vie très spartiate de dire j'ai un vélo, 2 sacoches et c'est toute ma vie. Et en plus de ça, bah, je bouge tout le temps, je suis pas 2 fois au même endroit et j'y suis que pour une fois. Bah, simplement de se mettre dans cette position-là, et ben ça me permettait d'être justement étranger. Après justement ça facilitait aussi le fait que bah, je rentrais pas chez moi le soir pour dormir, donc j'ai découvert des coins que j'aurais jamais découvert parce que justement j'ai essayé de camper au bord de la Loire alors que finalement je le faisais pas puisque je pouvais aller à la Loire chez moi quand je voulais. Donc ça me permet aussi justement de compléter ce regard du territoire là qui fait que bah, j'ai une carte à peu près partielle de où on peut dormir gratuitement sur le territoire et où c'est cool. Par exemple, un truc que j'aurais jamais fait puisque j'avais jamais été dans cette posture-là, dans ma pratique d'habitude. Et par rapport à la carte que tu m'as montrée au tout début, avec les points précis qui dictaient un peu ton parcours, mais sans t'obliger à tracer des lignes, ces points-là, c'est quoi pour toi? C'était des éléments importants, dans le sens où tu as dit que c'était des éléments architecturaux, mais placés en tant que touriste qui venait voir des choses, c'était des repères pour toi importants qui faisaient territoire dans le sens des gens, enfin pour les gens. Il y a... Excuse-moi. Non, même pas. Finalement, j'ai assez. En fait, j'ai fui Nevers très vite puisque j'ai fait une première partie de mon trajet de chez moi à Nevers en train à l'aube, où c'est la première heure du voyage où finalement, à la fin, en l'écrivant, je me suis rendu compte que tout était écrit là puisque la séquence qui est faite en train raconte tout le paysage et tout le voyage. Et en plus de ça, le fait qu'il soit très rapide et justement, c'était une autre pratique du voyage puisque je le faisais en train. C'était pas la même vitesse, pas les mêmes rythmes. Du coup, je voyais des masses noires qui défilaient très vite et en essayant de les dessiner ou même de les raconter, je me suis rendu compte que j'avais les grandes lignes. Tout était déjà écrit, donc j'aurais pu même rentrer à la limite un peu chez moi. Mais la raison, voilà, si je reviens à Nevers, c'est que j'ai fui Nevers parce que j'avais un rendez-vous très tôt avec un monsieur qui allait pêcher sur la Loire, qui avait cette pratique là de la Loire. Et du coup, je ne vais pas rester. Et après, je suis remonté plus haut. J'ai pas eu envie de revenir dans Nevers. Donc peut-être, oui, effectivement, que ça aurait été un autre voyage si j'étais resté un peu plus longtemps. Mais dans les livres que j'avais lus avant, dans les gens que j'avais envie de voir, parce que j'ai essayé de rencontrer un peu comme il disait, des gueules du territoire, des gens qui, voilà, qui en ont une, qui ont un passé, qui ont même une activité par rapport à ce fleuve, qui devient presque aujourd'hui anecdotique, des pêcheurs en Loire, par des raisons, l'effondrement du stock de poissons, il y en a quasiment plus. Donc les rencontrer à chaque fois, c'est des histoires par rapport au territoire que moi je connaissais pas du tout alors que j'habitais là, quoi. Donc justement, c'était aussi se dire, bah, j'avais ces gens-là à rencontrer un peu au fur et à mesure, des expériences, mais encore une fois, les points étaient assez éloignés. Et puis si jamais, par exemple, pour le batelier que je vous ai, le gars qui construisait les bateaux, j'en avais aucune idée de son existence. Donc on m'en a parlé, bah, j'ai pu faire le détour parce que je m'étais donné du temps entre les jalons. Et puis des fois, les jalons étaient trop près et du coup, bon bah, il y a des choses que j'ai pas pu aller voir parce que voilà, ça me définissait un laps de temps. Et est-ce qu'il y a des lieux que tu as été voir genre, quand tu étais petit et quand tu es revenu sur les lieux, ton regard a changé ou des trucs ont changé Ouais, par exemple, cette photo-là, c'est le village qui s'appelle Marseille-les-Aubigny, qui est vraiment un condensé du territoire, puisqu'on a le canal, un dénivelé, la Loire à vélo, etc. Tout se tient. Mais en fait, je passais toujours par la route en bas, la route qui longeait la Loire. Et puis là, je suis remonté par de l'autre côté et j'ai longé l'autre partie du quai et j'ai eu cette confrontation entre la péniche et la maison. Et en fait, c'est un coin que je parcourais très régulièrement pour aller chez ma grand-mère. Et j'allais tout le temps sur cette route. Et finalement, j'ai jamais, enfin, j'allais sur l'autre route et jamais sur celle-là. Et simplement, le fait de ne pas être à la même vitesse avec mon vélo, le fait de passer par d'autres coins, etc., bah, du coup, il y a oui, des coins à l'échelle de la ville. Du coup, je passais par un autre chemin, donc je voyais la ville d'un point de vue différent. Et puis, il y a d'autres objets aussi, d'autres éléments. Simplement, la Loire en elle-même, bah, je me suis rendu compte en le faisant que c'était la première fois que je faisais un dessin de la Loire, par exemple. Parce que pour moi, c'était une évidence, je la passais tous les jours en allant au collège, je la voyais, etc., je pêchais dedans, etc., je me baignais, mais j'avais pas l'idée de me dire, bah, faut que je le saisisse, parce que le voyage, c'est aussi ça, c'est de dire, je le retranscris pour moi, pour me garder une trace, je le retranscris aussi pour les autres, que ce soit dans le biennal du carnet de voyage, pour mon exercice de mémoire, pour le présenter à des gens qui voilà, ou pour une correspondance avec un ami, par exemple. Montrer ça, en fait. Pour moi, c'était une évidence, mais du coup, de me mettre dans cette pratique-là, justement, je redécouvrais. Et par le dessin, je le redécouvrais parce que je prenais le temps de comprendre comment étaient agencées les choses.
et les lumières et les couleurs. Si on revient sur le tracé du PNR, est-ce que tu as infirmé ou confirmé le manque de cohésion d'identité, ou est-ce que au contraire maintenant tu pourrais dessiner une carte du territoire? Ouais, j'en ai pas parlé pour aller un peu vite, mais justement, soit on a. En fait, c'est l'identité qu'on veut donner à ce PNR, qu'est-ce qu'on veut qu'il soit, mais ça, en soi, cette dimension-là, c'était, je crois, une largeur de 60 km. On prend une mesure à peu près arbitraire, on prend 60 km et puis on prend les découpes administratives qui touchent, etc. Si on est un peu plus fin, bah, finalement, la structure paysagère, c'est. En fait, on pourrait faire un PNR qui fait 5 km de large, parce qu'on a, en coupe, on a la Loire, les îles, qui est avec la digue, une plaine, le canal, les coteaux, et puis après, au-delà des coteaux, on est dans un autre territoire. Donc on pourrait faire quelque chose de très fin, ou sinon, on pourrait justement donner une épaisseur d'à peu près, entre 40 et 80 km, suivant l'état des infrastructures, parce que si on regarde d'un point de vue historique, et même d'un point de vue actuel, et ben là on réfléchit en termes de temps, et on réfléchit en termes de temps de avant. On avait des gens qui habitaient dans l'arrière-pays et qui venaient donner des bestiaux au bord de la voie ferrée, par exemple, et qui du coup avaient ce parcours-là du territoire. Ou aujourd'hui des gens qui vont être capables, en termes de bassin de vie, de dire bah, je travaille à Cosne-sur-Loire et je fais 20 minutes de bagnole parce que j'habite dans l'arrière-pays. Donc moi j'ai vraiment vu justement cette pratique-là, s'il y a un territoire, c'est en termes de bassin de vie. Et par exemple, on a des incohérences complètement folles dans le nord. Il y a le pays Sancerre-Sologne, la structure du pays, donc qui est avec Sancerre et Aubigny-sur-Ner, qui est à peu près à 60 bornes. Et expérimentation toute simple de ma vie de chômeur, j'ai rendez-vous à Pôle emploi et je dois aller à Aubigny et faire 50 km dans la forêt, alors que c'est pas du tout un coin où je vais jamais. Mais le Pôle emploi de Cosne-sur-Loire est à 3 km de chez moi. Mais c'est une autre région et du coup, c'est deux choses qui se font face et qui se parlent pas. Et dans le nouveau redécoupage régional, la Loire est encore une frontière et oppose les gens, du coup, d'une certaine manière. Ne leur facilite pas la vie, disons. Et si c'était à refaire, tu ferais transférer de la même manière, tu vois? Si c'était à refaire, je m'arrangerais pour pouvoir faire un peu de canot. C'est ça qui m'a manqué, j'aurais aimé faire un peu plus de canoë, mais sur la Loire. Si c'était à refaire, je sais pas, je pense que maintenant avec le recul, oui, j'aurais d'autres points d'intérêt à voir. J'aurais peut-être plus d'exigences par rapport à mes outils, sur le fait que je me serais donné peut-être plus de règles sur comment je fais une photo, comment je fais un croquis, ou ce genre de choses, ou mixer un peu plus voilà, les moyens de transport et peut-être me donner encore plus de temps en fait. Je me suis rendu compte que même si des fois c'était quasiment l'ennui parce que j'étais 1 heure sur une place de village à attendre que un responsable m'ouvre parce que c'était l'heure du rendez-vous, et ben il y avait quand même des fois où j'étais trop serré en fait entre le temps. Donc là peut-être qu'à refaire, je connaîtrais là où il me manque du temps, donc je rajouterais et je croiserais les moyens de locomotion. Ouais. Ah, si je devais changer la méthode, je sais pas. Pour moi, la méthode, elle est issue de. Ouais, on pourrait essayer de faire 10 voyages sur le même territoire, peut-être. Mais pour moi, c'est une méthode qui a découlé du territoire. Après, il faudrait que je reprenne vraiment du début et peut-être voir le territoire comme complètement autre chose, en fait. Justement, peut-être le voir par des points remarquables, en fait. Et me dire que tout est un point remarquable, puisque en plus, je commence à en avoir un peu la connaissance, et de faire une série, justement, de tous ces points-là, d'être très précis dans le chemin que je veux faire, et puis avoir justement une trace photographique ou une trace du croquis qui est tous ces points-là. Et pas parler de distance, pas parler de longueur. Pas dessiner une route, parce qu'une route n'a de sens que parce qu'on la parcourt, parce qu'elle a une longueur, parce qu'elle a une ligne. Donc là, je vais quelque chose un peu d'hybride, en fait. J'aurais pu aussi dessiner que des routes, que des canaux, que des longueurs, que des lignes électriques. Bah, merci à vous. Du coup, juste pour dire très rapidement,
on va essayer maintenant d'en faire un peu plus. Et donc, on a changé forcément le thème est en train de se construire. J'arrête. En fait, on est plutôt ouvert à toute proposition pour des gens qui auraient décidé. On ne connaît pas forcément les projets des L1, des L2, etc. Donc, ce serait assez intéressant d'avoir peut-être un retour sur ce que vous êtes en train de faire et voir comment on pourrait s'y intéresser, regrouper ça autour d'un thème, autour d'une date. Voilà. Peut-être que pour le 10 décembre, c'est un peu déjà figé. On discute un peu avec les gens qui préparent le festival de Vélastoc pour venir présenter leur projet d'association en tant que Vélastoc et leur projet en tant qu'association Acriab, qui fait un projet sur l'unité Saint-Denis à Paris, sur le recyclage des matériaux, sur la transition entre ce qu'il y avait avant, entre les printemps et le futur projet de ZAC sur cette île Saint-Denis. Et mettre ça en relation aussi avec le projet qui a été fait à la Gautière. Donc, il y a une élève ici qui a participé pendant son stage à ce projet à Ménil-le-Breton, et ainsi qu'un groupe d'étudiants de Beaux-Arts qui ont participé aussi à ce projet. Donc voilà, 10 décembre, il faut encore qu'on trouve le lien qui lie ces deux projets. Mais après, on est encore ouvert à d'autres suggestions pour les prochaines dates, en tout cas, pour l'association. Merci d'être venu. Juste si je peux compléter ton truc, ce qu'il faut se dire, pour ceux qui veulent, qui auraient l'idée enfin le courage de venir présenter un truc, c'est vraiment pas grand chose. Voilà ce que j'ai présenté par exemple. C'est que là, ça paraît un peu un truc de grande personne où on présente des mémoires avec des concepts, des théories, des machins. Mais ça peut être quelque chose de très très simple et si vous avez juste envie de présenter, ils vont broder un truc autour et voilà, ça peut être vraiment la colocation de 3 étudiants. Ça peut être vraiment quelque chose d'hyper intéressant parce que c'est aussi de l'architecture, quoi. Et plus Cette première, c'était un peu une entrée.